Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre présentation là, de notre 11e concours de financement chez Société Inclusive. L'objectif de la rencontre, là, c'est vraiment aujourd'hui de vous présenter là, les critères d'admissibilité, de financement, de sélection, de répondre à vos questions. Avant de commencer, je vais me présenter, Nathalie Gordon. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi, je suis agente de concertation intersectorielle pour Société Inclusive. Ce que je fais, beaucoup l'accompagnement des équipes qui vont déposer des appels à projets. Donc, je suis vraiment là pour répondre aux questions, pour vous accompagner, pour aider au jumelage et plein d'autres tâches connexes. Je suis avec mes collègues, Jessica Veillet, qui est aussi agente de concertation intersectorielle, qui va s'occuper du chat. Donc, si vous avez des questions, que vous voulez poser là, dans la conversation, vous pouvez le faire. Vous pouvez attendre aussi à la fin, là, il va y avoir une période de questions où il va me faire plaisir de répondre à vos questions. J'ai aussi ma collègue là, Josée Poulain qui s'occupe de tout ce qui est technique au niveau là, du Zoom. Donc, on est trois personnes de Société Inclusive présentes aujourd'hui. Avant de commencer, dans le fond, je veux vous mentionner là, que cette vidéo est enregistrée pour qu'on puisse placer la présentation sur notre site Internet pour les personnes qui n'ont pas pu y assister. Donc, ça va être disponible en ligne. Si jamais vous ne voulez pas être vu, vous pouvez fermer votre caméra. Mais on s'est arrangé là, pour que seulement moi soit épinglée et la présentation PowerPoint. Donc, en temps normal, il n'y aurait pas d'autres visages là, sur la présentation. Et ben, j'aimerais vous mentionner aussi que je vous parle euh, dans un esprit de solidarité. On rend hommage au premier peuple de ces lieux. Donc, je suis à la croisée des chemins du territoire Huron-Wendat, Wabanaki et du peuple Innu, du peuple Atikamekw et Wolastoqey, et que nous honorons nos relations les uns avec les autres. Pour les personnes là, qui ont des incapacités visuelles, je suis une femme blanche dans la quarantaine, les cheveux foncés. Je porte un veston noir aujourd'hui. Alors voilà, sans plus tarder, je vais passer, là, vous avez mon écran, mon partage d'écran, là, ce qui est- donc le plan de la séance aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner le contexte, les informations générales, de vous parler des nouveautés là, spéciales au concours 11. Critères d'admissibilité, il y en a quatre. On va regarder les critères de sélection aussi. On va regarder ce qui est financement dépenses et on va parler de comment soumettre une proposition de projet. Et je vais vous parler là, brièvement de comment seront évaluées les candidatures qui ont été soumises. Donc, avant de commencer, on a nos partenaires financiers qui sont la Fondation Azrieli et la Fondation Mirella et Lino Saputo. C'est ces deux fondations-là qui permettent de soutenir là, les projets financés. Et depuis quelques semaines, on a un nouveau partenariat avec Mitax. Là, je vais pouvoir vous en parler un peu plus longuement, un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est cet appel à projet-là? Dans le fond, c'est un concours qui permet de financer. Il va y avoir 6 projets qui vont être financés par concours. Donc, juste vous mentionner, on a une entente là, pour encore 3 ans et demi où on a 2 concours par année. On a un concours à l'automne et on a un concours à l'hiver. Donc, c'est 12 projets annuellement qui sont financés. La durée du projet que vous allez déposer, si vous souhaitez en déposer un, c'est de 18 mois. Ça ne peut pas être plus long. C'est vraiment de faire l'idéation en 18 mois. Le montant qu'on offre, c'est un 35 000 dont 10 000 doit aller au partenaire. Donc, le partenaire, c'est un organisme communautaire à but non lucratif. On veut qu'il y ait un minimum de 10 000 qui soit, euh, qui soit dédié pour son implication. Ça peut être les ressources humaines, ça peut être toutes sortes de choses. Là. On va y revenir un petit peu plus tard aussi. Puis, pourquoi on offre ce concours-là? Ben, c'est qu'on veut produire des changements concrets qui améliorent la vie des personnes qui ont des incapacités. Qu'est-ce qui est nouveau cette année, dans le fond, c'est que dans nos critères de sélection, on a 2 chercheurs. Le projet doit être porté de façon intersectorielle, donc par 2 chercheurs de secteurs différents. Et
au moins un de ces deux chercheurs-là doit être affilié à un de nos partenaires réseau qui nous soutient financièrement aussi. Donc, on parle du CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, ou son équivalent à Québec, le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, le ATSA, qui est le réseau pour transformer les soins en autisme, le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, le RRSV, le Réseau en recherche en santé de la vision, CARE, Communauté rurale et éloignée en santé, et les regroupements stratégiques en ingénierie de technologies interactives en réadaptation. Donc, on veut vraiment qu'un de ces chercheurs-là, un des deux chercheurs soit membre d'un de ces réseaux-là. Il est possible là, de faire une demande d'adhésion là, pour quelqu'un qui souhaiterait là, s'ajouter à un des réseaux. Il va être très heureux et les procédures ne sont pas très compliquées. Donc, une grande nouveauté, comme je vous disais, on a eu une entente Umbrella avec Mitax. Souvent, nous, nos projets de recherche, on offre un 35 000 mais à ce 35 000 $-là, on peut faire une demande supplémentaire Mitax pour aller bonifier la somme. Donc, le minimum qu'on peut aller chercher, c'est un 7 500 $ de plus et un maximum de 30 000 $. Donc, si on y va avec le maximum, c'est quand même très intéressant. On a un revenu de 65 000. Mitax va financer tout ce qui est la portion stagiaire. Il y a tout un montage financier là, qui est intéressant à faire là, pour bonifier. La nouveauté, c'est qu'avant, la demande MITAX pouvait prendre jusqu'à 2 mois avant de recevoir notre approbation. Maintenant, on a plusieurs unités qui ont déjà été préapprouvées. Donc, aussitôt qu'on est financé Société inclusive, je ne peux pas dire 100% des équipes sont acceptées, mais j'en ai jamais vu qui ont été refusées. Fait que des fois, il y a des allers-retours qui se font avec MITAX. Et là, on va parler d'un 2 semaines de délai d'analyse et un formulaire qui est beaucoup plus rapide. Donc, un formulaire qui coupe de moitié là, l'implication des chercheurs à soumettre ce programme-là. Donc, on est vraiment super heureux. C'est une belle opportunité. Puis, euh, puis c'est ça. Puis ça permet d'aller chercher vraiment beaucoup de sous de plus là, pour réaliser un projet. Une autre nouveauté là, qui date du concours de l'année dernière, du dernier, qui est on demande à ce qu'il y ait juste une demande par chercheur, chercheuse au BNL. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin d'avoir deux chercheurs qui font la demande. Ces deux chercheurs principaux-là ne peuvent pas soumettre comme chercheurs principaux dans une autre demande. Ils peuvent être collaborateurs, ça c'est correct, mais Ouais. ils ne peuvent pas être Non, ça chercheurs. va, j'ai mangé une petite dose. Oh, il y a quelqu'un qui a pas fermé son micro, peut-être fermer le micro. Super. Donc, la même chose pour les OBNL. Dans le fond, comme partenaire principal, on ne peut pas faire plus que deux demandes, plus qu'une demande, dans le fond, par concours. Donc, on peut en faire au concours suivant sans problème, même si on est financé ou non financé. Donc, nos objectifs, quelle incapacité on couvre dans le fond, là, déficience motrice, troubles du langage, déficience sensorielle, visuelle, cognitive, des incapacités reliées à la neurodiversité, des problèmes de santé mentale, des déficiences intellectuelles, des incapacités liées au vieillissement. Si on y va avec liées au vieillissement, il faut vraiment démontrer là, qu'il y a une incapacité là, qui est plus de l'ordre de juste un vieillissement normal, là, tu sais, qui cause un certain handicap dans la vie de tous les jours. Ce qu'on veut, c'est que ça soit des projets innovants qui produisent des changements qui sont concrets sur les différents aspects des personnes qui ont des incapacités. Puis on veut vraiment mettre l'emphase sur mettre en œuvre des solutions qui vont diminuer les obstacles qui sont soit environnementaux ou sociaux que rencontrent ces personnes-là dans la réalisation de leurs habitudes de vie. Donc, grosso modo, c'est ça le programme. Je vais vous parler des critères d'admissibilité. Je vois une petite question là, dans le chat. Le report, il n'est plus dans la liste parce qu'il n'a pas été financé malheureusement là, par les FRQ. Donc, c'est comme sa dernière année d'existence là, cette année. C'est ça. Donc, il va être au 31 mars, là, la mouture repart comme elle existe présentement, ne sera plus là, là. Il y a d'autres projets peut-être qui vont remplacer, mais il n'y a rien de sûr encore.
Donc, c'est quoi les critères d'admissibilité? Nous, à Société inclusive, on va vraiment prendre les projets, on va regarder. Est-ce que le projet s'inscrit dans une thématique de société inclusive? Donc, environnement physique et mobilité personnelle, environnement social. Ça inclut le logement, le loisir, santé, adaptation, réadaptation, attitude, préjugés et discrimination. Donc, c'est quand même très large les domaines où l'on couvre. Je vous invite à vous référer au site Internet. Là, vous allez voir dans le programme, il y a un lien vers le site Internet. Donc, vous allez vraiment trouver tous les détails de c'est quoi les thématiques qui sont soutenues par Société inclusive. Fait que ça, c'est un premier critère d'admissibilité. Le deuxième critère qui est quand même très important, c'est toute l'idée que le projet doit être issu d'un besoin d'un organisme communautaire. Donc, on veut vraiment que la recherche se mette au service de la communauté, des OBNL, pour tenter de trouver des solutions qui sont innovantes à une difficulté, à un besoin, à un enjeu qui est exprimé par un OBNL. Fait que nos partenaires OBNL autour de l'écran, euh, votre votre regard, vous êtes en contact direct avec les gens qui ont des incapacités. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut aller chercher. Puis, on a beaucoup de chercheurs et chercheuses autour de l'écran aussi qui ont des expertises. Donc, on veut vraiment arriver pour faire une espèce de maillage pour que vous puissiez travailler ensemble. Donc, vraiment, un deuxième critère, c'est que la recherche, que le projet soit issu d'un besoin d'un OBNL, que ça réponde à des besoins des personnes qui vivent avec des incapacités, par exemple, produire des changements concrets, accompagner la transformation des écosystèmes, mettre en œuvre des solutions qui permettent de diminuer les obstacles. Donc, ça s'inscrit vraiment dans euh, cette optique-là. Et le quatrième critère d'admissibilité, c'est que le projet doit être intersectoriel. Fait que, qu'est-ce qu'on veut dire par intersectoriel? On s'appuie sur les FRQ. Donc, on veut vraiment que pour les fonds de recherche du Québec, il y a trois secteurs. Il y a santé, il y a nature et technologie et il y a société et culture. Donc, on veut vraiment que un des chercheurs appartienne à un secteur et un autre chercheur appartienne à l'autre secteur. Comment on fait pour montrer ça? C'est souvent les projets de recherche, euh, les financeurs. Est-ce qu'on a du financement CRSH? Est-ce qu'on a du financement FRQS? Avec les CV, on va être capable de voir ça. Dans votre justification aussi, on va être capable de le voir. Donc, l'intersectorialité est très, très, très importante. C'est un critère d'admissibilité. Et à cela s'ajoute qu'au moins un de ces deux chercheurs-là doit avoir le statut FRQ, donc tu sais, être un chercheur reconnu, professeur. On peut avoir le statut 4, là, chercheur d'établissement, mais il faut qu'on soit affilié à une université. Donc, dans le programme, vous allez voir, là, c'est vraiment bien défini. Je ne m'attarderai pas plus à ça. Je fais juste comme vous pointer ce critère-là. Mentionner aussi que je suis disponible, l'équipe de Société inclusive, on est disponible là, pour répondre à vos questions là, quand il y en aura. Dans l'équipe aussi, on demande qu'il y ait un représentant de l'OBNL qui participe à toutes les étapes de décision et une personne là, qui a un savoir expérientiel. Fait que ce regard-là apporte vraiment un éclairage nouveau sur la problématique là, qui va être touchée par le projet de recherche. Donc, ça, c'était nos quatre critères d'admissibilité. Maintenant, on va regarder les critères de sélection, c'est-à-dire, dans le fond, les critères à partir desquels on va se pencher en comité quand on va faire l'évaluation du projet. Puis on va noter là, en fonction de ces particularités-là. Fait qu'on veut vraiment un projet qui a un impact, un potentiel d'impact réel pour l'inclusion des personnes concernées. Ce que ça veut dire, dans le fond, là, c'est que on veut vraiment voir de façon détaillée comment cet impact-là va se mettre en œuvre. C'est quoi les retombées pour les personnes et pour les organismes communautaires. Puis ça peut être immédiat ou ça peut être projeté dans le temps. Fait que, tu sais, dans votre formulaire, ayez toujours en tête là, de vraiment bien montrer c'est quoi l'impact, c'est quoi que ça va améliorer, comment ça va améliorer les pratiques pour les personnes, mais aussi pour l'organisme qui est impliqué. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la pratique là, des gens? On veut voir aussi qu'il y a une participation réelle de tous les membres de l'équipe, là, du début de l'idéation jusqu'à la fin, jusqu'à la valorisation des connaissances, des résultats.
Donc, vraiment démontrer cette implication-là, cette participation-là. Bien entendu, un des critères là, de sélection, c'est de voir à ce que le projet soit réaliste et qu'il y ait une démarche scientifique de qualité. Donc, on veut vraiment voir dans les échéanciers, dans la planification, est-ce que c'est cohérent, est-ce que les ressources humaines, matérielles, financières sont bien mises en œuvre, puis on veut voir aussi bien votre démarche scientifique, là, comment tout ceci va s'articuler. Euh, un autre critère de sélection bien important, j'en ai déjà parlé, l'engagement du milieu preneur. Donc, on veut que ça soit issu du besoin d'un OBNL, c'est un critère de sélection. Mais en plus, ça devient un critère, c'est un critère d'admissibilité, mais en plus, ça devient un critère de sélection parce que on veut voir comment cet organisme-là, comment vous, en tant qu'organisme, vous vous impliquez dans cette recherche-là, puis comment, dans le fond, toute l'équipe là, peuvent mettre en les résultats de recherche là, qui vont être utilisés. On veut vraiment voir cet aspect-là. Intersectoriel, je vous en ai parlé tantôt aussi, donc on remet un petit peu d'emphase là. Est-ce qu'on voit que c'est un projet qui doit être intersectoriel? Donc, est-ce qu'il pourrait se réaliser? Dans le fond, on veut voir que le projet ne serait pas réalisable autrement qu'avec la part de ces deux secteurs-là. Puis ça donne une force au projet. Et il faut qu'on s'inscrive dans une démarche de potentiel d'innovation, euh, peu importe la phase, là, soit en émergence, soit en expérimentation, en appropriation. Là, encore là, vous avez d'informations sur le programme là, qui vous explique c'est quoi chacune de ces phases-là. Fait qu'on veut vraiment qu'il y ait un potentiel. On ne vous demande pas de remplir tous les critères là, à la perfection, mais une visée d'amélioration là, doit être démontrée dans le formulaire. Le financement, donc avec le 35 000, qu'est-ce qu'on peut couvrir? Ben, c'est les frais du partenaire. Un minimum de 10 000 doit être donné au partenaire. Ça peut être plus. Il y a des équipes qui ont donné 15 000 selon le montage financier, donc ça peut être plus. Il n'y a pas de problème. On peut rémunérer les ressources humaines. Les organismes souvent sont très contents parce qu'habituellement, la rémunération des ressources humaines dans le financement là, de certains projets, c'est pas possible, mais nous, c'est vraiment super gros encouragé. Les honoraires professionnels, on peut donner des contrats qui sont justifiés. Il faut toujours bien démontrer là, quel est le besoin. Des frais de formation, la rémunération de savoir expérientiel. Ça, on vous encourage aussi là, à rémunérer là, la personne qui s'implique et qui donne son savoir. Donc, à trouver une façon. Matériel, équipement, ça, on a une petite particularité. On ne veut pas que l'entièreté du 35 000 serve à financer un achat de matériel. Donc, on a mis une limite à 1 000 pour le matériel. Si jamais vos besoins sont plus grands en termes de matériel, il y a moyen de faire des demandes à des partenaires associés aussi pour aller chercher plus de sous, là. La demande de société inclusive peut être jumelée à d'autres demandes de fonds. Donc, ça peut être une autre fondation. Vous dites, ah, moi, je vais aller chercher du matériel à population active, par exemple, qui va me permettre d'acheter des vélos adaptés pour le plein air, par exemple. Peu importe, ben, c'est possible de jumeler une autre demande. Les frais de déplacement sont inclus dedans. Puis tout le volet mobilisation des connaissances, là, vous pouvez prendre des sous là, dans votre budget pour faire en sorte que les résultats soient connus puis que les connaissances soient implantées ailleurs. Ce qui n'est pas admissible, dans le fond, là, c'est les frais indirects de recherche. Donc, on a une entente avec les universités, ils ne se prennent pas de frais indirects de recherche, ce qui est une bonne nouvelle pour les chercheurs et les chercheuses. MITAX, dans le fond, je vous en parle rapidement. Si vous voulez déposer, on prend rendez-vous ensemble, on peut regarder, je peux vous aider à faire votre budget. C'est un petit peu complexe au point de départ, rentrer dans toutes les unités de mi-taxe. Ce qu'il faut que vous sachiez pour commencer, dans le fond, c'est que vous pouvez aller chercher entre 7 500, ça c'est une unité, et 30 000 de plus pour 4 unités. Ça, c'est le maximum qu'on peut aller chercher avec notre financement. Et que la nouveauté cette année, c'est qu'il faut que vous connaissiez vos étudiants là, quand vous déposez, euh, pas quand vous déposez à Société inclusive, mais quand vous allez avoir votre acceptation de Société inclusive, au moment de déposer MITAX, il faut connaître l'étudiant ou l'étudiante là, qu'on veut embaucher.
Je ne passerai pas plus de temps sur mi-taxe, mais on vous accompagne là, pour faire le budget, là. Fait que ça devient de plus en plus facile là, pour les équipes. Les conditions de financement, si vous êtes financé, ce qu'on vous demande, dans le fond, c'est que le financement, c'est pas renouvelable, c'est pas transférable. Dans votre formulaire, vous avez un certain nombre de jalons à identifier. Fait que nous, on a besoin de faire un suivi avec vous de ces jalons-là. Fait que vous allez avoir un rapport de mi et de fin mandat à produire. C'est pas très long, là, c'est 4-5 pages. On le fait sous forme de sondage là, depuis quelques mois. Vous devez faire la diffusion, la mobilisation de connaissances et on vous demande, là, dans la mesure du possible, de participer au maillage de société inclusive. Par exemple, le forum annuel, de venir présenter votre projet de recherche et de discuter avec les gens. Donc, c'est un peu les conditions de financement. On vise à faire notre prochain rapport, notre prochain forum annuel le 3 octobre. Il nous reste des choses à valider au niveau de cette date-là, mais c'est une date qui est quand même assez bien avancée. Elle est provisoire, par contre. Fait que, si jamais ça vous intéresse, que vous soyez financé ou non financé, là, tout le monde est le bienvenu. Puis c'est souvent super intéressant, là, ces activités-là. Donc, comment on fait pour soumettre un projet? Dans la trousse de dépôt, vous avez le formulaire qui doit être rempli. C'est un Word. Fait que vous lisez les questions, vous les remplissez. Il y a des petites consignes, là. On demande que tout rentre, que la section 2 rentre en 4 pages et demie. Donc, tu sais, il y a des contraintes à bien lire. Il y a un programme aussi, ça, je vous conseille vraiment de lire attentivement le programme, là. Ça va vraiment vous aider à bien comprendre les questions, à ce qui est demandé, puis les particularités. On a besoin d'inclure les lettres la lettre d'engagement du partenaire de l'OBNL. Donc, c'est pas juste une lettre d'appui. On veut pas quelque chose du type, ah, votre projet, il est beau, on est bien d'accord à ce que vous le faites. C'est plus une lettre de voici mon besoin, voici pourquoi, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ma pratique, comment je vais utiliser les. Fait qu'on veut vraiment quelque chose qui est à un niveau plus ferme. Voici comment je vais m'impliquer, voici tu sais, d'avoir quelque chose d'un peu plus concret pour les évaluateurs. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez d'autres collaborateurs, là, vous pouvez les joindre aussi. Donc, un projet pourrait avoir, par exemple, 5, 6. Il n'y a pas de chiffre maximum. Là, on peut avoir plusieurs collaborateurs. On a besoin des CV des 2 chercheurs principaux. Donc, CV commun canadien, là, FRQ, CRSH, peu importe. On a juste besoin d'avoir les contributions des 5 dernières années. Donc, vous choisissez le format que vous voulez pour les chercheurs et vous avez droit à une demi-page là, de tableau figure et la bibliographie, bien entendu. Fait que ça, c'est pour soumettre un projet. Vient aussi avec ça, là, le budget. Je pense que je ne l'ai pas écrit, mais il y a un budget. Oui, ici, le formulaire et le budget. Donc, le budget, c'est un format Excel. Je vous le redis, je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous avec quelqu'un de Société inclusive qui va vous accompagner à faire l'idéation de votre budget. Souvent, ça se fait là, toute l'équipe ensemble, donc les 2 chercheurs et l'OBNL pour vraiment bien comprendre comment le faire. C'est pas très compliqué quand on le sait. Quand on arrive de l'extérieur, ça peut avoir l'air d'un casse-tête, mais quand on y va tranquillement, là, ça se passe bien. La date limite pour soumettre le projet, c'est le 31 mars. Puis vous avez le courriel là, Info Société Inclusive pour soumettre votre projet. Donc, le budget, je vous l'ai déjà nommé. Je vous conseille encore vivement de rencontrer quelqu'un. Le processus d'évaluation, ben, toutes les candidatures reçues vont être évaluées à partir de la grille d'admissibilité. Donc, on va avoir une petite rencontre de préévaluation où on va discuter des projets, on va regarder les projets qui sont admissibles et ceux qui ne sont pas admissibles. Il va y avoir un comité d'évaluation formé. Ce comité-là est formé de chercheurs et de représentants d'OBNL. Par exemple, au concours 10, on a eu 5 chercheurs, chercheuses et 5 représentants d'OBNL pour 22 candidatures. Donc, chaque dossier est analysé par 4 personnes. Donc, un chercheur qui est dans l'expertise du projet déposé, un chercheur, chercheuse hors expertise, 2 organisations communautaires. On essaye de suivre la même procédure, là, expertise non
non-expertise, mais des fois, c'est pas toujours possible. Fait qu'il y a au moins deux OBNL là, qui évaluent la pertinence. Et c'est ça. Fait que dans le fond, avec un dépôt au mois de mars, le 31 mars, les réponses sont connues en juillet. Donc, on s'attend à ce que vous visiez à commencer votre projet là, pour septembre 2025. Donc, à partir de septembre, ça nous laisse le temps de faire les transactions administratives, remplir la demande de taxes et tout ça. Donc, début de projet, septembre. C'est ça, septembre 2025. Alors, j'ai nommé pas mal rapidement, genre combien, je vais faire un tour des critères d'admissibilité, ça vous donne la base. Je vous laisserai la parole. Je ne sais pas s'il y a eu des questions là, dans le chat. Si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions, peut-être en levant la main là, sur votre Zoom, on pourrait y aller. Est-ce qu'il y avait des questions, Jessica, dans le chat qui n'ont pas été répondues? Il y avait une question de Zakia, mais je ne sais pas si on y a bien répondu. C'est est-ce qu'il y a une exigence particulière pour la personne au savoir expérientiel? Fait que Eh bien, une exigence particulière, il n'y a pas d'exigence comme telle, mais il y a des recommandations, dans le sens que on veut vraiment que le savoir expérientiel soit quelqu'un qui porte pas plusieurs chapeaux. Fait que si la personne est comme représentante d'un OBNL, puis qu'elle est habituée de parler de défense de droit, mais là, souvent, à l'évaluation, ça va être un petit peu difficile de passer parce que la personne, elle va porter deux chapeaux. Fait on veut vraiment quelqu'un qui a peut-être moins l'habitude de, de tout ce... Tu sais, mettons, une personne chercheuse euh, qui a aussi un savoir expérientiel pourrait pas dire, ben moi, je suis à la fois chercheuse et j'ai et je porte le savoir expérientiel. C'est comme trop proche. On essaie de séparer les chapeaux. Fait qu'on on va demander aux équipes d'aller chercher quelqu'un qui a une connaissance de la problématique, mais qui n'a pas un autre chapeau, par exemple, pour vraiment aller voir ben, qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter comme connaissance là, de nouvelles. Est-ce que ça répond à la question, Zakia? oui, c'est parfait. Merci. Merci. Il y a Marie Laberge que je vois la main levée. Oui, c'est plus sur la question de l'intersectionnalité, de l'intersectorialité, pardon. Oui, Je confonds souvent les deux. Euh, c'est sûr que nous, on serait comme deux chercheuses, une qui appartient à un département de sciences humaines et un autre de faculté de médecine, mais si vous regardez le CV, bonne chance pour identifier dans quoi que je coche là, parce que j'ai vraiment des projets intersectoriels tout le temps. Est-ce que c'est important que la description du projet mette en valeur concrètement qu'est-ce qui est du ressort de la santé, qu'est-ce qui est du ressort de l'innovation technologique, qu'est-ce qui est du ressort des sciences humaines et culture dans le projet, plus que les CV des chercheurs? oui. Mais il faut qu'on voit pourquoi ce projet-là ne pourrait pas se réaliser autrement qu'avec deux expertises de secteurs différentes. Il faut vraiment qu'on voit dans la question de recherche ou dans la méthodologie ou dans la façon d'amener le projet, c'est quoi la part de la personne qui amène son chapeau société culture, puis c'est quoi la plus-value d'avoir un angle santé. Ou technologie. Tu sais, si mon projet de recherche implique la technologie, mais comment la personne qui est du secteur technologique va arriver à répondre à sa question avec la méthodologie qui est exposée. Fait qu'on veut vraiment que ce soit un projet qui soit intersectoriel. C'est sûr que dans les CV des chercheurs, comme vous dites, Marie, c'est très, très difficile de trancher au couteau, là, parce que des fois, on est dans deux critères qui peuvent être différents. Fait que ça va être de le démontrer dans le texte. C'est-à-dire, ben, moi, mon expertise se situe au niveau de la santé parce que le projet vise à faire un portrait de je sais pas quoi qui relève de la santé, puis voici mon expertise. Mhm. Et ma collègue chercheur, elle est plus société culture et on va répondre à la question du projet de société culture euh, par Et est-ce que dans le partenariat, admettons que bon, nous, on est deux chercheuses, on est capable de se caser dans un puis dans l'autre, même si les deux ont fait des deux, là. Mais est-ce que le partenaire, un des partenaires,
peut représenter, admettons qu'on a un développeur informatique Mhm. parmi les partenaires. Est-ce que ça peut représenter, est-ce que ça va être considéré comme un ajout intersectoriel? Ça va être, tu sais, dans le C'est fond, pas le chercheur, le chapeau, le gage d'intégration de l'intersectorialité, mais oui, c'est le montage partenarial. non, c'est vraiment les deux chercheurs. Il faut qu'on ait vraiment deux chercheurs de secteurs différents. Je dirais que c'est une plus-value. Mettons, le partenaire représente le volet technologique, le programmeur informatique, par exemple, mais ça va être un bonus. Tu sais, ça va nous aider à voir que le projet il est encore plus intersectoriel, mais c'est pas, tu sais, si, mettons, on n'a pas au niveau du partenaire, le projet est retenu quand même. C'est comme une plus-value. Je sais pas si je m'exprime bien, là. C'est pas une obligation, mais si on le voit que ça donne une dimension encore plus intersectorielle à votre projet. Mais la Mais c'est dimension pas une façon différente de montrer qu'on est intersectoriel, finalement. Il non, faut absolument que non, les deux chercheurs, oui, on se positionne comme unicellulaire dans un ou dans l'autre. oui, Ce c'est qui n'est pas la exactement. réalité des choses, mais on va le faire. Ouais, ben, ouais, j'en conviens, je suis d'accord. Est-ce que ça répondait, Marie? Ouais. Oui. Muriel? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. OK. En fait, dans notre cas, ça serait. Dans le fond, moi, je travaille dans un organisme communautaire. Fait que ça serait un peu l'inverse. Dans notre cas, on a déjà un projet en tête, mais ça nous prend. Tu sais, comme on aurait besoin d'être appuyé par des chercheurs. Fait que à ce moment-là, c'est à nous d'arriver déjà avec des chercheurs pour le projet. Il y a plusieurs façons de fonctionner. Nous, à Société inclusive, on peut t'aider à faire des jumelages qu'on appelle. Fait qu'on prend une rencontre ensemble, on regarde plus en profondeur, c'est quoi ton projet, c'est quoi ton besoin, qu'est-ce que tu as le goût de faire. Selon tes intérêts, là, nous, on a quand même un bassin de personnes en recherche là, qui peuvent être intéressées. Fait qu'on on regarde un peu selon tes intérêts, puis on écrit aux chercheurs concernés, voir s'ils ont la disponibilité, l'intérêt. Là, c'est sûr qu'il faut être prêt un peu aussi à partir du besoin. Souvent, les personnes à la recherche, ils vont faire des propositions. Fait qu'il faut être prêt à faire des allers-retours aussi parce qu'il faut rentrer. Si c'est de viser un appel à projet de société inclusive, le critère intersectoriel il est vraiment important. Fait qu'il va falloir aller chercher deux chercheurs de secteurs différents. Mais tu sais, ça, on peut vous accompagner, là. Puis pour faire ça, ben, c'est une rencontre là, avec moi ou ma collègue. On prend le temps de vous écouter, puis on regarde un peu là, la liste fait que, OK, merci. est-ce qu'il y a d'autres questions, Nancy? J'avais vu que vous aviez levé votre main. Est-ce que ça a été répondu? Ben, plus ou moins, c'est plus comme moi, là, mettons, comme mettons, de l'expérience. Moi, je serais la porteuse de projet parce qu'on est un organisme communautaire, mais je suis aussi éducatrice spécialisée justement pour voir les comportements et tout ça. Parce que nous, ce qu'on on tente de faire, on est en démarrage de projet. On veut faire une maison inclusive, justement, où on va retrouver tout diagnostic et différentes cultures à l'intérieur. OK. Euh, Nous, on veut justement, parce qu'on est, mettons, comme on voudrait introduire, ben, on le fait en prototype depuis un an et demi, là. Déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, troubles neurocognitifs, déficience physique, tout âge et toute culture, parce qu'on a deux communautés autochtones aussi sur notre territoire. On a un secteur anglophone, la majorité sont francophones, fait que c'est comme un beau pêle-mêle de tout ça. Expérientiel, ben au moins, moi, je suis là justement pour observer les comportements, tout ce qui englobe ce beau monde-là, mais de voir aussi, là, c'est comme les chercheurs que j'irai chercher. J'ai aussi des partenaires, mettons, qui ont une maison autochtone, mettons, comme pour les services autochtones, parce qu'on sait que c'est des services qui sont différents pour justement entrer comme partenaire, mais c'est les chercheurs. Je me dis, comment je fais pour sortir un projet de recherche avec tout ça? Hmm. Mais j'ai deux éléments de réponse à votre question. La première, au niveau du savoir expérientiel, dans ce cas-là, ça ne serait pas vous la personne avec un savoir expérientiel. On irait plus au niveau des personnes autochtones ou des personnes avec une déficience intellectuelle. Fait que quelqu'un qui a vraiment une problématique
en lien avec l'incapacité. Vous seriez plus la personne représentante de l'OBNL, donc avec un savoir professionnel qui connaît la structure. Fait que vous auriez un rôle très important aussi, mais ça ne serait pas au niveau de quand on parle d'expérience, c'est que c'est de l'expérience de la problématique vécue qu'on veut aller chercher. Donc, quelqu'un qui a une incapacité, puis tout ça. Puis la deuxième question, comment on fait pour aller chercher les chercheurs? C'est un peu la même chose qu'avec Muriel. Euh, on prend une rencontre ensemble, on prend le temps de discuter. Nous, on a des chercheurs dans plusieurs domaines, RTSA, fait qu'on va pouvoir faire des contacts à partir de la liste de chercheurs. Puis souvent, ben, il y a des beaux jumelages qui se fait là, selon les agendas. Il faut juste prendre le temps. Fait que, tu sais, des fois, à ce stade-ci, le 14 janvier, si la date de dépôt est pour le 31 mars, faire un jumelage avec un chercheur ou une chercheuse, avec les agendas des OBNL puis de la recherche, ça peut être un petit peu difficile. Fait qu'il faut juste prendre le temps. Fait que des fois, ça peut fonctionner en 2 mois, mais des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de bien réaliser notre jumelage, de bien monter notre équipe, puis on fait un dépôt de projet plus à l'automne prochain, là, qui va être à peu près en octobre-novembre. Là, on n'a pas la date exacte encore. Fait que c'est juste de bien prendre le temps, de bien se connaître. La recherche participative, c'est le succès repose en partie sur le fait qu'on prend le temps de tisser des liens ensemble entre le milieu de la recherche puis le milieu communautaire. Mais vite comme ça, l'idée de projet est vraiment intéressante, puis je suis certaine qu'on pourrait trouver là, Il y a des... tellement des belles choses qui s'est produit là, dans notre 2 ans de prototype. Là. C'est vraiment un beau wow là, de réussite là, pour ceux que ça le fait peur, là, mais c'est vraiment wow. Faites-le. Fait qu'écrivez-moi un courriel, Nancy, Muriel aussi, là, ou les autres au BNL, on va prendre le temps de regarder ça ensemble, là, avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions là, pour ce matin sur l'appel à projet? Nathalie, j'avais posé une petite question. Oui, On m'a répondu, Jessica m'a répondu, mais je ne sais pas si tu pouvais développer un peu plus. C'est sur les retombées du projet. De façon générale, on comprend ce que c'est, mais je ne sais pas si tu as des orientations par rapport à nous faire par rapport à ça, pour répondre de façon, parce qu'il faut répondre de façon succincte, mais oui. et précise. Les Voilà. retombées, là, c'est, dans le fond, qu'est-ce que ça va apporter à la clientèle? Tu sais, mettons, j'ai un projet d'accessibilité universelle. euh, Ce que ça va, l'impact, c'est qu'il va y avoir plus de logements sociaux disponibles pour les gens qui sont en mobilité réduite. Tu sais, il va y avoir comme un impact, il va y avoir comme une amélioration sociale qui va être vue et pour les personnes concernées et pour la société. C'est quoi cet impact-là? C'est quoi que ça va donner à la collectivité, à la société, les résultats de cette recherche-là? Comment on peut un peu mesurer l'impact? Ça peut être qualitatif, c'est pas obligé d'être quantitatif, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça va apporter comme changement là, pour les personnes ou pour les organismes? Ça peut être aussi, moi, mon organisation, on produit, on veut faire une formation pour les éducateurs pour être capable de mieux intervenir avec les personnes neurodiverses. Bien, il va y avoir un changement concret. Les formateurs vont avoir des meilleures habiletés à accompagner les personnes en neurodiversité, par exemple. Tu sais, il va avoir une plus-value pour l'organisme, pour les personnes concernées, pour la communauté. Fait que c'est d'illustrer un peu c'est quoi ces impacts-là. Qu'est-ce que ça va produire comme amélioration de pratique, comme changement, comme gain, comme. Tu sais, fait que c'est large, c'est difficile pour moi d'être plus précis parce que chaque projet a ses impacts un peu Mm. particuliers, Mm. mais on peut encore une fois, on peut en discuter. On aime bien ça, les rencontres Zoom chez Société Inclusive. Ben, Est-ce merci. que ça répond? Ben, ça va entre ça, merci. Et aussi, parce que je suis en train de réfléchir aussi au transfert des connaissances. Mais on pourra en discuter lors d'une En rencontre. meeting. Ouais, en meeting, merci. On aime ça, les Zooms. Hein. Une chance que ça existe. Ça nous sauve la vie. Y a-t-il d'autres questions? Gênez-vous pas, on est vraiment là pour ça. Ça fait plaisir. Dans le chat, Jessica, ça allait, j'imagine. Oui, mais peut-être de rappeler la mission de Société inclusive pour les personnes en situation de handicap. Dans les échanges tantôt, c'était peut-être pas clair, le savoir expérientiel, c'est vraiment le savoir expérientiel des personnes en situation de handicap. Oui, absolument.
Alors, je vois pas d'autres questions. Si vous voulez déposer un projet, il va avoir là la date. La date, elle m'échappe. Je l'ai pas regardée, mais ça va être annoncé dans l'infolettre. Un accompagnement pour remplir le budget. On va se prendre une présentation encore d'une demi-heure, 45 minutes. Je vais vraiment vous expliquer une étape à la fois, là, comment remplir le budget. Fait que ça va être diffusé par l'infolette. Gênez-vous pas de vous inscrire. C'est souvent aidant, là, les équipes qui ont assisté là, me disent que c'est bien positif. Puis, encore une fois, là, gênez-vous pas à nous écrire là, si vous voulez avoir des réponses à votre besoin particulier ou vous avez des questionnements. Et donc, Josée, elle a déjà mis dans le lien du chat. Merci, Josée, le lien pour s'inscrire là, pour la présentation du budget. Alors, merci à chacun, chacune de votre présence, puis gênez-vous pas si vous avez des questions, là, ça va nous faire plaisir.